Il ne pleuvait pas simplement cet après-midi-là. La pluie martelait le pare-brise de la Honda Civic 2008, couvrant le son de la radio. Maya agrippa le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, fixant du regard les grilles en fer forgé du cimetière. À l'intérieur, les membres de sa famille se tenaient sous des milliers de parapluies, au sec et à l'aise. Elle n'était pas invitée à se tenir à leur côté. Elle n'était même pas censée être là. Mais Maya devait savoir. Elle devait savoir pourquoi son grand-père, un homme qui avait bâti une fortune sur l'acier et le silence, ne lui avait laissé qu'une cabane en bois pourri au milieu de nulle part. Elle ne savait pas encore que ce bois pourri cachait un secret pour lequel on pouvait tuer. Les funérailles d'Arthur P. Harrington étaient exactement le genre d'événement qu'il aurait détesté. Elles étaient ostentatoires, bruyantes et remplies de gens qui avaient passé la dernière décennie à attendre que son cœur cesse de battre. Maya gara sa Civic cabossée à un pâté de maison de l'entrée du cimetière St. Jude à Denver. Elle vérifia son reflet dans le rétroviseur. Sa robe noire venait d'une friperie. Elle était légèrement décolorée au niveau des coutures et ses cheveux, humides à cause de l'humidité, refusaient de rester en place. Elle ne ressemblait en rien au Harrington. Elle ressemblait à sa mère, la fille rebelle d'Arthur, qui s'était enfuie à 18 ans et était morte dans un accident de voiture, alors que Maya n'était encore qu'un bébé. C'était son péché. C'était pour cela qu'elle était la paria. Elle était le souvenir vivant de la fille qui s'était enfuie. Elle marcha sous la pluie, gardant ses distances avec le groupe principal. Elle vit sa tante Linda, une femme dont le visage était tellement tiré par la chirurgie esthétique qu'elle semblait perpétuellement surprise, essuyant un œil sec avec un mouchoir en dentelle. À côté d'elle se tenait son oncle Robert, vérifiant sa Rolex toutes les 30 secondes, et leur fille, Jessica. Jessica était l'enfant chéri. Elle était tout ce que Maya n'était pas. Blonde, raffinée et diffusant actuellement son chagrin en direct à 50 000 followers sur Instagram. Maya resta derrière un grand chêne, regardant le cercueil descendre. Elle se souvenait d'Arthur différemment d'eux. Pour eux, il était la banque. Pour Maya, c'était le vieil homme bourru qui lui envoyait un chèque de $100 chaque Noël avec une carte signée, sans amour, sans chaleur, mais avec une reconnaissance. C'était la seule bouée de sauvetage qu'elle avait. Eh bien, si ce n'est pas la vagabonde, Maya serait dit. Le service était terminé et la foule se dispersait vers les limousines. Tante Linda l'avait repérée. Maya sortit de derrière l'arbre. « Bonjour, Tante Linda, je voulais juste lui rendre hommage. » Lui rendre hommage? Linda ricana, sa voix assez aiguë pour couper du verre. « Tu ne lui as pas rendu visite à l'hospice, tu n'as pas appelé. Et maintenant, tu te pointes là, trempé comme un rat, dans l'espoir de quoi? Une miette. Je ne savais pas qu'il était malade, dit Maya doucement. Personne ne me l'a dit. Parce que tu ne fais pas partie de la famille, Maya, intervint Jessica en glissant son téléphone dans un sac Prada. Elle regarda Maya de haut en bas avec un sourire compatissant. Grand-père était délirant à la fin, mais il était suffisamment lucide pour savoir qui se souciait vraiment de lui. Ne te ridiculise pas en venant à la lecture du testament demain. Elle est strictement réservée aux bénéficiaires. En fait, une voix grave et profonde interrompit la conversation. Un homme vêtu d'un élégant costume gris sortit de la brume. Il tenait un parapluie noir et portait une mallette en cuir qui semblait plus vieille que Mir. C'était As Thorne, l'avocat personnel d'Arthur depuis 40 ans. Il était la seule personne que les Harrington craignaient. « Monsieur Thorne, dit Linda d'une voix soudainement plus douce. Nous étions en train d'expliquer à cette jeune femme que Maya doit assister à la réunion familiale privée. » Dit Thorne, les yeux rivés sur Mia. « Demain, à 10 heures, dans mon bureau. Ne soyez pas en retard. » Il se retourna et s'éloigna avant que Linda n'ait le temps de protester. Maya sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la pluie froide. Pourquoi devait-elle être là? Arthur lui avait à peine adressé la parole depuis des années. Alors que les Harrington s'entassaient dans leur limousine, Jessica baissa la vitre. « Ne te fais pas d'illusions, ma chérie. Il t'a probablement laissé son vieux chat. » La limousine éclaboussa les jambes de Maya debout et en démarrant. Maya resta seule sous la pluie, un étrange vide se formant dans son estomac. Elle ne voulait pas de leur argent. Elle voulait juste savoir pourquoi. Elle n'avait jamais été assez bonne. La salle de conférence de Thorne, Whitaker & Associés sentait le bois d'acajou et l'argent ancien. La vue depuis le 40e étage donnait sur les toits de Denver, mais l'atmosphère à l'intérieur était étouffante.
Mira était assise à l'autre bout de la longue table. Le clan Harrington occupait l'autre côté, ressemblant à un tribunal de juges. Oncle Robert calculait déjà les déductions fiscales sur un bloc-notes. Tante Linda tapotait agressivement la table de ses ongles manucurés. Elias Thorne était assis en bout de table, ajustant ses lunettes. Il ouvrit une épaisse enveloppe en papier craft. La succession d'Arthur est complexe, commença Thorne. Il a liquidé de nombreux actifs dans les mois qui ont précédé son décès. Liquidé? Robert se redressa. Que voulez-vous dire? Où est le capital? Patience, Robert, rétorqua Thorne. Il s'éclaircit la gorge et commença à lire. À ma belle-fille, Linda, et à mon fils, Robert, je lègue la propriété familiale de Cherry Creek ainsi que le portefeuille d'actions actuellement détenu chez Morgan Stanley. Linda expira le souffle qu'elle retenait. Dieu merci. Cependant, Thorne poursuivit. La succession est hypothéquée à 40% de sa valeur et les actions doivent être placées dans un trust accessible seulement après 10 ans. Quoi? S'écria Linda. 10 ans? Comment sommes-nous censés entretenir la maison? Cela ne me concerne pas, répondit froidement Thorne. À ma petite fille, Jessica. Jessica se redressa et arrangea ses cheveux. Je lègue ma collection de voitures anciennes et l'appartement de vacances à Aspen. Oui. Jessica applaudit. Enfin, je vais vendre immédiatement cette Jaguar poussiéreuse. Thorne fit une pause. Il regarda Maya à l'autre bout de la table. La pièce devint silencieuse. L'atmosphère devint pesante. Maya sentait son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Elle ne s'attendait à rien. Peut-être un album photo. Peut-être une dette. Et enfin, Thorne lut, d'une voix légèrement adoucie. « À ma petite fille, Maya. Linda ricana. Voyons voir, la petite monnaie. Je lègue la propriété située au 44 Blackwood Ridge, dans les contreforts des Appalaches, dans le Tennessee. » Silence. Robert fronça les sourcils. Le Tennessee? Papa ne possédait pas de propriété dans le Tennessee. Il l'a acheté il y a 6 mois. Thorne corrigea. Elle comprend 100 acres de forêt et une cabane en rondin. Jessica éclata de rire. Une cabane en rondin? Tu veux dire comme une cabane dans les bois? C'est une propriété entièrement enregistrée, dit Thorne ainsi que son contenu. Son contenu? Demanda Maya, parlant pour la première fois. Quel contenu? Le testament ne le précise pas, répondit Thorne. Il fit glisser une lourde clé en fer sur la table polie. Elle tourna sur elle-même et s'arrêta juste devant Meyer. Elle ne ressemblait pas à une clé de maison. Elle semblait médiévale. C'est la clé principale. Linda souriait maintenant. Eh bien, c'est approprié. Le sauvage obtient la nature sauvage. Amuse-toi bien avec les ratons laveurs, Maya. Tu pourras peut-être cultiver tes propres légumes. Il y a une condition, ajouta Thorne en élevant la voix pour couvrir leur moquerie. Maya doit vivre dans la cabane pendant au moins 30 jours avant de pouvoir la vendre. Si elle part avant la fin des 30 jours, la propriété revient au domaine principal, c'est-à-dire à Robert et Linda. 30 jours, dit Mia en touchant la clé en fer froid. Pourquoi? Arthur était un homme aux leçons singulières, dit Thorne de manière énigmatique. Il croyait qu'il fallait vivre avec une chose pour en comprendre la valeur. Elle ne tiendra pas une semaine, ricana Jessica. Elle est fauchée. Elle n'a même pas les moyens de payer le vol pour s'y rendre. En fait, dit Thorne en sortant un chèque de banque du dossier, il a laissé une allocation pour le voyage et les dépenses initiales, 5 000 $. Maya prit le chèque. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu sur son compte bancaire depuis 3 ans. Alors, dit Robert en se penchant en arrière avec un sourire suffisant, « Vas-y, Maya, fais ton petit voyage en camping. Si tu as peur du noir, appelle-nous. On te rachètera le terrain. Je suis sûr que le bois vaut quelque chose. » Maya regarda la clé, puis les visages des personnes qui l'avaient traitée comme une malade toute sa vie. Il s'attendait à ce qu'elle échoue. Il voulait qu'elle échoue. Elle attrapa la clé et se leva. « Je ne vendrai pas, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme, « et je ne vous appellerai pas. » Elle sortit du bureau, le rire de Jessica résonnant derrière elle. Elle ne savait pas qu'en acceptant cette clé, elle venait de se mettre une cible dans le dos. Le trajet jusqu'à Blackwood Ridge prit 2 jours. La Honda Civic de Maya gémissait en gravissant les routes sinueuses et caillouteuses des montagnes du Tennessee. Le GPS avait perdu le signal 30 km plus tôt. Elle se guidait à l'aide d'une carte dessinée à la main que Thorne lui avait donnée. L'isolement était total.
Les arbres étaient anciens, leurs branches s'entrecroisant au-dessus de la route pour former un tunnel d'ombre verte. C'était magnifique, mais oppressant. Lorsqu'elle aperçut enfin la boîte aux lettres, une boîte métallique rouillée sur laquelle le numéro 44 était à peine visible, son cœur se serra. L'allée était un chemin de terre envahi par les mauvaises herbes. Maya roula lentement, entendant les ronces gratter contre les portières de sa voiture. Le chemin débouchait sur une clairière et là, c'était. Ce n'était pas seulement une cabane, c'était une forteresse de bois et de pierre. Elle ne ressemblait en rien au lieu de vacances confortable que l'on voit sur Instagram. Les rondins étaient presque noirs et les fenêtres étroites. Une imposante cheminée en pierre dominait le côté nord, mais l'endroit était en mauvais état. Le porche s'affaissait et le toit était recouvert de mousse. Maya sortit de la voiture. Le silence de la forêt était assourdissant. Pas de circulation, pas de sirène, juste le vent et le croassement d'un corbeau. Elle monta les marches grinçantes jusqu'à la porte d'entrée. Elle était en chaîne massif renforcée de bandes de fer. Elle sortit la lourde clé de sa poche. Elle s'adaptait parfaitement à la serrure. Avec un cliquetis bruyant, le mécanisme se mit en marche. La porte s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, l'air était vicié et froid. Des grains de poussière dansaient dans les rayons de lumière qui traversaient l'obscurité. Maya actionna l'interrupteur. Rien. Il n'y avait pas d'électricité. Super, marmonna-t-elle. Elle passa la première heure à explorer les lieux à la lumière de sa lampe torche. La cabane était meublée, mais de façon spartiate. Une lourde table en bois, quelques chaises en cuir griffées par des animaux et une cuisine qui semblait ne pas avoir été utilisée depuis les années 1950. Mais il y avait des choses étranges. Les murs étaient tapissés d'étagères remplies de vieux journaux reliés en cuir et de manuels techniques sur la géologie et la métallurgie. D'étranges cartes de la région étaient punaisées aux murs et couvertes de marques rouges. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres inquiétantes sur le sol, Maya entendit un bruit. Crunch, crunch. Des pneus sur du gravier. Elle se figea. Elle n'avait vu aucune autre maison à des kilomètres à la ronde. Qui savait qu'elle était là? Elle jeta un coup d'œil à travers les rideaux sales. Un camion Ford F-150 noir s'engageait dans la clairière. Un homme en sortit. Il était grand, vêtu d'une chemise en flanelle et de bottes de travail, et portait une boîte à outils. Il avait une barbe hirsute et semblait avoir environ 30 ans. Maya attrapa un lourd chandelier en laiton sur la table et se posta près de la porte. L'homme monta les marches et frappa. Bang, bang, bang. « Bonjour, il y a quelqu'un? » Mia ne répondit pas. « Écoutez, je vois votre voiture. » L'homme appela. « Je m'appelle Liam. Thorne m'a envoyé pour allumer le générateur. Sans lui, vous allez geler cette nuit. » Ma hésita, puis entr'ouvrit la porte, en laissant la chaîne. « Thorne vous a envoyé. » Liam recula, levant les mains. Il avait un visage aimable, buriné par le soleil. « Oui, il a appelé mon magasin en ville. Il a dit que la petite fille d'Arthur venait ici. Il a dit... » L'endroit est plongé dans le noir depuis des mois. Maya l'observa. Il ne semblait pas dangereux, et il commençait à faire très froid. « D'accord, diable. J'achète... » En retirant la chaîne, Liam contourna la cabane. Quelques minutes plus tard, un rugissement mécanique brisa le silence, et les lumières à l'intérieur de la cabane s'allumèrent. Le ronronnement du générateur était réconfortant. Liam revint sous le porche. « Tu as du propane pour le poêle et la pompe à eau fonctionne. Mais fais attention où tu marches sur la terrasse arrière. Le bois est pourri. »« Merci, dit Maya en baissant le chandelier. »« Tu connaissais mon grand-père? » L'expression de Liam changea. Une ombre passa sur ses yeux. « Arthur. »« Oui, je le connaissais. Il m'a engagé pour faire des travaux de bétonnage ici il y a environ 6 mois. »« Des travaux de bétonnage? » Mia regarda la cabane. « Tout est en bois, pas la cabane, dit Liam en jetant un coup d'œil aux planches sous les pieds de Mia. La cave. Il était obsédé par le renforcement des fondations. Il me payait le double pour travailler la nuit et ne posait aucune question. Maya fronça les sourcils. « Pourquoi? » Liam haussa les épaules, mais il semblait mal à l'aise. C'était un vieil homme paranoïaque. Il disait qu'il avait besoin d'un endroit sûr. « Écoute, fais juste attention ici. Les gens du coin parlent. Les gens savent qu'Arthur a acheté cet endroit et ils savent qu'il était riche.
Il pense qu'il y a quelque chose de caché ici. Comme quoi? De l'or, de l'argent, les rumeurs habituelles, dit Liam. Il se retourna pour partir, puis s'arrêta. Voici mon numéro. La couverture réseau est mauvaise, mais si tu grimpes sur le château d'eau derrière, tu captes une heure. Il lui tendit une carte. Liam's Contracting. Encore une chose, dit Liam en baissant la voix. Si tu entends des bruits la nuit, c'est probablement juste le vent. Mais gardez les portes verrouillées. Arthur s'est fait des ennemis dans cette ville il y a longtemps, même s'il n'y a vécu que quelques mois. Liam partit, laissant Maya seule dans le halo de lumière du porche. Elle rentra et verrouilla la porte, poussant le lourd verrou. Elle sentit une étrange vibration à travers la semelle de ses chaussures. Le générateur fonctionnait, certes, mais cela semblait différent. Elle avait l'impression que la maison était creuse. Elle repensa à ce que Liam avait dit. Travaux de bétonnage, fondation. Elle se dirigea vers le centre du salon. Un grand tapis tissé recouvrait le sol. Elle ne l'avait pas remarqué auparavant. Elle s'agenouilla et souleva un coin. Les planches du sol étaient différentes, plus récentes, et il y avait une jointure en plein milieu. Le cœur de Maya se mit à battre à toute vitesse. Elle souleva davantage le tapis. C'était une trappe, mais il n'y avait ni poignée, ni loquet, juste un carré de bois lisse encastré dans le sol. Elle passa ses doigts sur les bords. Rien. Elle se releva, frustrée. Elle regarda à nouveau les étagères. Arthur était un homme de mystère. Il ne donnait rien. Il vous obligeait à travailler pour obtenir quelque chose. Il faut vivre avec une chose pour en comprendre la valeur. Maya prit l'un des journaux sur l'étagère. Elle l'ouvrit. Ce n'était pas un journal intime, c'était un journal de bord. Entrée, 14 octobre 2023, le coffre-fort est terminé. Liam est un bon travailleur, il ne pose pas de questions. La famille pense que je suis sénile, qu'il le pense. Ils courent après l'argent. Je préserve l'héritage. Si tu lis ceci, Maya, cela signifie que je suis mort et que tu es la seule assez intelligente pour voir au-delà des apparences. Maya eut le souffle coupé. Il avait écrit son nom. L'entrée continuait. La clé que tu détiens ouvre la porte, mais c'est la maison qui ouvre le coffre-fort. Minuit. La cheminée projette une ombre. Suis l'ombre. Maya regarda sa montre. Il était 23h45. Elle courut vers la fenêtre. La pleine lune se levait au-dessus de la crête. La lumière se déversait à travers les arbres, frappant l'imposante cheminée en pierre à l'extérieur. Elle attendit. À minuit pile, la lune s'aligna parfaitement avec le sommet de la cheminée. Une ombre longue et nette s'étira à travers la cour et la fenêtre, s'arrêtant précisément au manteau de la cheminée à l'intérieur de la pièce. Maya courut vers la cheminée. Elle était faite de pierres de rivière brute. Elle suivit du doigt l'emplacement de l'ombre. Une pierre était légèrement décolorée, foncément. Plus foncée que les autres. Elle la poussa. Clic. Un bruit mécanique se fit entendre depuis le sol. La trappe au centre de la pièce s'ouvrit de quelques centimètres. Maya retint son souffle. Elle s'approcha de la trappe, glissa ses doigts sous le rebord et tira. Elle était lourde, contrebalancée. Elle révéla un escalier en béton descendant dans l'obscurité. Une odeur de terre froide et humide et de vieux métal s'éleva. Elle attrapa sa lampe de poche. Elle savait qu'elle devait attendre. Elle devait appeler Liam. Elle devait attendre le lever du jour. Mais l'attraction était trop forte. Maya fit le premier pas vers le bas. L'obscurité l'engloutit. Elle ne se doutait pas qu'en ouvrant cette porte, elle venait de déclencher un compte à rebours qui allait amener la famille Harrington et quelque chose de bien plus dangereux à sa porte. L'escalier semblait descendre jusqu'aux entrailles de la terre. L'air devenait plus froid à chaque marche, la température baissant d'au moins 20 degrés par rapport à la cabane au-dessus. Maya serra la lampe de poche de ses mains tremblantes, le faisceau traversant la poussière stagnante. Au bas de l'escalier, à environ 6 mètres de profondeur, elle arriva sur un palier. Il n'y avait pas de bois rustique ici. Les murs étaient en béton armé, froid et lisse au toucher. On aurait dit un bunker construit pour survivre à un hiver nucléaire. Devant elle se trouvait une énorme porte en acier, du genre de celle que l'on voyait dans les coffres-forts des banques des années 1920. Elle était peinte d'un gris industriel terne et comportait une grande roue rotative au centre. À côté de la roue se trouvait un seul trou de serrure.
Maya y inséra la lourde clé en fer qu'Elias Thorne lui avait donnée. Elle s'enfonça avec un bruit satisfaisant. Elle la tourna. Les goupilles cliquetèrent bruyamment, résonnant dans le petit espace. Puis elle saisit la roue. Elle était lourde, résistante, mais elle y appuya de tout son poids. Grincement, cliquetis. La roue tourna. Les joints se brisèrent dans un sifflement d'air qui s'échappait. Maya ouvrit la porte. Elle dirigea sa lampe torche à l'intérieur. La pièce mesurait environ 6 mètres sur 6. Le long des murs se trouvèrent des étagères métalliques, et sur ces étagères, Arthur P. Harrington avait laissé sa réponse à la famille qui ne voulait que son argent. Maya eut le souffle coupé, le son résonnant dans le silence. Des rangées de lingots d'or. Ils n'étaient pas empilés en pyramide comme au cinéma. Ils étaient disposés en rangées ordonnées et ennuyeuses, chacun emballé dans du plastique transparent. Sur le côté du lingot le plus proche était estampillé « Credit Swisser, 1 kg, 999,9 ». Elle fit le calcul dans sa tête. Un lingot valait environ 65 000 $. Il y en avait des dizaines, peut-être des centaines. Mais il n'y avait pas que de l'or. Il y avait des piles de billets sous vide, des liasses de billets de 100 $ et, dans un coin, un grand coffre-fort pour armes à feu. Maya entra dans la chambre forte, les jambes flageolantes. C'était donc ça. C'était pour cela qu'Arthur avait acheté une cabane au milieu de nulle part. Il avait liquidé ses biens, les avait transformés en devises fortes intraçables et les avait enterrés. Sur un petit bureau métallique au centre de la pièce se trouvait un seul classeur bleu. Maya posa la lampe de poche et ouvrit le classeur. La première page était une lettre écrite à la main dans l'écriture expansive d'Arthur. « Maya, si tu as trouvé ceci, c'est que tu es devenue la femme que j'espérais que tu deviendrais. Résistante, curieuse. L'or est à toi. Il vaut environ 10 millions de dollars à l'heure actuelle. C'est ton héritage, à l'abri des vautours d'en haut. Mais l'argent n'est pas la seule chose que j'ai enterrée ici. Tourne la page. » Maya tourna la page. C'était un tableau Excel. Une impression des registres de transactions de Harrington Logistics, l'entreprise familiale désormais dirigée par son oncle Robert. Les yeux de Maya parcoururent les colonnes. Dates, numéro de conteneur, destination, Veracruz, Mexique, Tana, Albanie, Odessa, Ukraine. À côté des manifestes d'expédition se trouvaient des relevés de virements bancaires. Des millions de dollars transitaient par des sociétés écrans. Robert n'est pas seulement mauvais avec l'argent. Les notes d'Arthur dans les marges indiquaient « Il blanchit de l'argent. Depuis 5 ans, il utilise mes camions pour transporter des stupéfiants et des armes à feu non enregistrées pour le cartel. Je l'ai découvert il y a 6 mois et j'ai menacé d'aller voir le FBI. Il a menacé de me faire déclarer mentalement incapable et interné. » Maya se sentit mal. Les funérailles, les larmes, tout cela n'était qu'une comédie. Robert ne voulait pas seulement l'argent. Il avait besoin de contrôler l'entreprise pour poursuivre ses activités illégales. Et Arthur avait vidé les liquidités de l'entreprise pour l'en empêcher. C'est pourquoi la succession était ruinée. Arthur avait volé son propre argent pour le soustraire à Robert. Ils viendront le chercher, poursuivait la lettre. Robert sait que j'ai caché les liquidités, mais il ne sait pas où. Il pense que je suis sénile, mais il finira par remonter jusqu'à l'achat de ce terrain. C'est pour ça que la cabane est fortifiée. Tu dois survivre pendant 30 jours pour pouvoir revendiquer légalement le terrain. Une fois que l'acte sera entièrement à ton nom, tu pourras disposer du contenu. Jusque-là, tu es une squatteuse dans une zone de guerre. Maya claqua le classeur. La condition des 30 jours n'était pas une leçon. C'était un siège. Arthur l'avait utilisé comme chien de garde. Il avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance pour occuper physiquement le terrain. Ainsi, Robert ne pouvait pas le saisir immédiatement par le biais du tribunal des successions. Elle était là-bas. Soudain, les lumières de la chambre forte clignotèrent. Maya attrapa sa lampe torche. Le bourdonnement du générateur à l'étage s'est interrompu. Puis le silence. Le générateur était tombé en panne. Maya se tenait dans l'obscurité totale de la chambre forte souterraine, l'or scintillant dans le faisceau de sa lampe torche. Elle n'était pas en sécurité. Elle était piégée dans une boîte en béton et elle avait le sentiment que le générateur n'était pas simplement à court d'essence. Maya a gravi les marches en béton, le cœur battant à tout rompre. Elle a poussé la trappe pour l'ouvrir.
La cabane était plongée dans l'obscurité totale. Elle se glissa jusqu'à la fenêtre. La lune était maintenant cachée par les nuages. La cour était un mur de ténèbres. Elle devait rejoindre sa voiture. Elle devait partir. Au diable l'argent, au diable les 30 jours. Elle avait le classeur. Elle pouvait aller voir la police. Elle attrapa ses clés et le lourd chandelier en laiton. Elle déverrouilla la porte d'entrée et se glissa sur le porche. L'air était glacial. Elle courut vers la Honda Civic. Elle tâtonna avec la télécommande pour déverrouiller les portes. Elle se jeta sur le siège conducteur et enfonça la clé dans le contact. Clic. Rien. Elle réessaya. Clic, clic, clic. Non, 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 murmura-t-elle. Elle ouvrit le capot et attrapa sa lampe de poche. Elle sortit et souleva le capot. Le câble de la batterie n'était pas simplement déconnecté. Il avait été sectionné d'un coup net avec une pince coupante. Puis elle vit les pneus. Les 4 étaient crevés et reposaient à plat sur le gravier. Aller quelque part. La voix venait de l'obscurité de la forêt. Maya se retourna brusquement, brandissant la lampe de poche comme une arme. Qui est là? Une silhouette entra dans le faible faisceau de lumière. Ce n'était pas Oncle Robert. Ce n'était pas Liam. C'était un homme qu'elle ne connaissait pas. Il portait un gilet tactique noir par-dessus un sweat à capuche sombre. Il tenait un pied de biche dans une main. « Propriété privée. »« privé. » grogna l'homme. « Vous êtes en infraction. »« Je suis la propriétaire de cet endroit, » cria Maya, la voix aiguë de peur. « J'ai l'acte de propriété. »« Pas encore, » répondit l'homme. Il fit un pas en avant. « Le patron dit que tu pars ce soir. Va-t'en, on te conduira à la gare routière. Si tu restes, il y aura un accident. Comme la voiture. »« Qui est ton patron ?» demanda Maya en reculant vers le poche. « Est-ce important? » L'homme sourit narquoisement. « Tu es une citadine. Tu n'as rien à faire ici. Laisse les clés de la maison sur le capot. » Il fracassa le fort de sa Honda avec le pied de biche. Crash! Maya n'attendit pas. Elle se retourna et courut vers la cabane. Cours, lapine, cours. L'homme rit. Il ne la poursuivit pas. Il resta là, brandissant le pied de biche. Il jouait avec elle. Intimidation. Maya claqua la porte d'entrée et verrouilla le peigne dormant. Elle traîna la lourde table en chaîne devant la porte. Elle tremblait de manière incontrôlable. Elle sortit son téléphone. Pas de réseau. « Réfléchis, Maya. »« Réfléchis, » murmura-t-elle. Liam lui avait dit de grimper au château d'eau, mais celui-ci se trouvait à 50 mètres derrière la cabane à découvert. Si cet homme surveillait l'avant, il la verrait partir. Elle avait besoin d'une arme. Elle se souvint du coffre-fort dans la chambre forte. Mais elle ne connaissait pas la combinaison. La lettre d'Arthur. Peut-être que le code se trouvait dans le classeur. Elle courut vers la trappe, mais avant qu'elle ne puisse descendre, un bruit sourd secoua la porte arrière. Il testait le périmètre. Soudain, la vitre de la fenêtre de la cuisine vola en éclats. Une pierre de la taille d'une balle de baseball entra en volant et atterrit sur le sol. Une note y était attachée. Maya la déplia. Elle était tapée à la machine. « Partez avant midi demain ou nous mettrons le feu. » Elle regarda par la fenêtre brisée. Elle pouvait voir 2 faisceaux de lampes torches se déplacer dans les bois. Maintenant, ils n'étaient plus seuls. Elle était seule, sans électricité, sans voiture, sans téléphone. Puis un bruit se fit entendre à l'intérieur de la maison, provenant de la cheminée. Maya se retourna brusquement, levant le chandelier. « Ne balancez pas ça !» murmura une voix depuis le foyer. Une main sortit du conduit de cheminée, suivie d'une botte. Quelqu'un descendait par la cheminée. Mia hurla et brandit le chandelier. « Wow, Maya, c'est Liam! » L'homme tomba dans la cheminée, se couvrant le visage pour bloquer le coup. Il était couvert de suie. Maya se figea, l'arme en laiton lourde à quelques centimètres de sa tête. « Liam, comment es-tu arrivé ici? » Liam toussa, époussetant ses vêtements. « J'ai vu les gars dans les bois. Ils surveillent les portes. La cheminée était le seul moyen d'entrer. Tu travailles avec eux. » Meyer l'accusa en reculant. « Tu as crevé mes pneus. » Liam la regarda, le regard sérieux. Il sortit un pistolet de sa ceinture, un Glock, et le posa sur la table, la glissière ouverte, montrant qu'il était sécurisé en signe de confiance. « Si j'étais avec eux, tu serais morte, » dit Liam calmement. « Arthur m'a engagé, Maya. Pas seulement pour le béton.
J'étais dans la 10e division de montagne, les Rangers de l'armée. Arthur savait que Robert allait venir. Il m'a payé pour être ton ombre. Maya regarda le pistolet, puis Liam. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce qu'Arthur a dit que tu devais d'abord trouver le coffre-fort. Si tu n'avais pas le courage de trouver l'or, tu n'aurais pas le courage de survivre au combat. Liam se dirigea vers la fenêtre et jeta un coup d'œil dehors. On a un problème. Ce ne sont pas des drogués du coin. Ce sont des pros, des mercenaires. Robert a dû engager une équipe de nettoyage. Ils ont dit qu'ils allaient tout brûler, dit Maya d'une voix tremblante. Ils le feront, acquiesça Liam. Ils veulent vous débusquer pour pouvoir fouiller les lieux. Ils ne savent pas encore où se trouve le coffre-fort. Qu'est-ce qu'on fait? Liam la regarda. Nous tenons le fort. Arthur a piégé cette cabane. Ce n'est pas seulement une maison, maman. C'est un piège. La nuit s'écoula dans une tension insupportable. Liam et Mia se relayèrent pour surveiller les fenêtres. Liam lui montra comment Arthur avait renforcé les volets avec des plaques d'acier cachées derrière le bois. Ils les boulonnèrent, transformant la cabane en une boîte sombre. Au matin, la pluie avait cessé. Un épais brouillard descendit des montagnes, enveloppant la cabane de gris. À 10 heures, un convoi arriva. Maya regarda à travers une fente dans le volet. Ce n'étaient pas les mercenaires cette fois-ci. C'était un élégant Range Rover noir, suivi d'un camion de déménagement. Le Range Rover se gara juste à côté de la Honda accidentée de Mir. Oncle Robert en sortit. Il portait une veste en tweed et des bottes de chasse, essayant de ressembler à un gentleman campagnard. Tante Linda le suivit, l'air dégoûté par la boue. « Maya » appela Robert d'une voix tonitruante. « Maya, ma chérie, tu es là? » Mia regarda Liam. Liam vérifia le chargeur de son pistolet. « Reste ici, » murmura-t-il. « Laisse-moi parler. »« Non, » dit Mia. Une froide détermination s'empara d'elle. Elle pensa à la lettre. Elle pensa à sa mère rejetée. Elle pensa à l'or sous ses pieds. « C'est mon oncle. Je vais parler. » Maya déverrouilla la porte d'entrée et sortit sur le porche. Elle avait l'air débraillée, sa robe était déchirée, ses yeux étaient cernés par le manque de sommeil. « Robert, » dit-elle calmement. « Oh, Dieu merci » s'écria Linda, feignant un soulagement dramatique. « Nous étions tellement inquiets. Nous avons essayé d'appeler, mais les lignes sont coupées. Et regarde ta voiture. Tu as eu un accident? »« Quelqu'un a crevé les pneus, » dit Maya d'un ton neutre. « Des vandales, » dit Robert en secouant tristement la tête. « Ce quartier est horrible. La drogue, la criminalité. C'est pour ça que nous sommes venus, Maya. Nous ne pouvons pas te laisser rester ici. » « Ce n'est pas sûr. Je vais bien, dit Mia. »« Tu ne vas pas bien, rétorqua Robert, abandonnant légèrement son jeu. Tu vis dans la misère. Écoute, maman, nous avons apporté un camion de déménagement. Nous allons emballer tes affaires et te ramener à Denver. J'ai même préparé un accord. Nous allons t'acheter ton terrain dès maintenant. 50 000 $ en espèces. 50 000. Maya éclata de rire. C'était un rire sec et humiliant pour une propriété qui vaut des millions. Robert se figea. Des millions? C'est une cabane dans les bois. Maman, ne te fais pas d'illusions. Je sais pour le coffre-fort, Robert, dit-elle. Le silence qui suivit était pesant. L'oiseau semblait avoir cessé de chanter. Le visage de Robert pâlit, puis rougit d'une colère profonde. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit Robert, sa voix se transformant en grognement. « L'or, » dit Maya en s'approchant de la balustrade. « Les obligations et le registre. Celui avec les conteneurs expédiés en Albanie, celui qui prouve que tu blanchis de l'argent pour le cartel. » Linda eut le souffle coupé. « Robert, qu'est-ce qu'elle raconte? »« Tais-toi, Linda, » siffla Robert. Il leva les yeux vers Maya, le regard plein de venin. « Petite morveuse, tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'es fourré. J'ai les preuves, bluffa Mia. Je les ai déjà envoyées par email à Elias Thorne. S'il m'arrive quoi que ce soit, elles seront transmises au FBI. C'était un mensonge. Il n'y avait pas d'Internet. Elle n'avait rien envoyé. » Robert la fixa, calculateur. Puis il sourit. Un sourire cruel, semblable à celui d'un requin. « Tu mens, dit-il. Si tu l'avais envoyé, les fédéraux seraient déjà là. Tu es piégé et tu es seul. » Robert claqua des doigts. Les portes arrière du camion de déménagement s'ouvrirent brusquement. 4 hommes en tenue tactique en jaillirent. Les mêmes hommes que la nuit précédente. Ils portaient des fusils d'assaut. « Attrapez-la, » ordonna Robert. « Brûlez la maison s'il le faut. Récupérez juste le registre. À l'intérieur maintenant.
cria Liam en enfonçant la porte derrière elle. Maya plongea à l'intérieur alors que les premiers coups de feu retentissaient. Crac, crac, des éclats de bois jaillirent du cadre de la porte. Liam claqua la lourde porte et verrouilla les boulons. Les balles martelaient le chêne, mais les bandes de fer tenaient bon. « Ils entrent par les fenêtres !» cria Liam. « Va dans le coffre-fort, enferme-toi. »« Je ne te laisserai pas !» cria Mia. « Je peux les retenir depuis la pièce principale. »« Vas-y !» courut Mia vers la trappe. Mais alors qu'elle l'atteignait, la fenêtre de la cuisine, celle avec le volet en acier, explosa vers l'intérieur. Ils avaient utilisé une charge explosive. La fumée envahit la pièce. 2 hommes surgirent à travers la fumée, armes levées. Liam ouvrit le feu. Bang! Bang! Un homme s'effondra. L'autre se précipita derrière l'îlot de cuisine. « Mia, la trappe !» cria Liam, immobilisant le 2e homme avec des tirs de suppression. Maya tira le tapis et actionna le mécanisme. La trappe s'ouvrit, mais alors qu'elle s'apprêtait à descendre, elle vit quelque chose sur l'étagère, la carte marquée au feutre rouge. Arthur avait entouré un endroit dans les bois. La ventilation. Le coffre-fort avait une ventilation. Si elle s'enfermait dans le coffre-fort, Robert ne percerait pas la porte. Il trouverait simplement la ventilation extérieure et y verserait de l'essence ou du béton. Il l'enterrerait vivante. Le coffre-fort n'était pas une pièce sécurisée. C'était un cercueil. « Liam !» cria Ma. « On ne peut pas descendre par la bouche d'aération. Ils nous étoufferont. » Liam se retourna, le visage sombre. « Alors on monte. » Le grenier. Il n'y a pas de grenier. Si, il y en a un. Liam tira 2 autres coupes de feu. Arthur avait construit un nid de sniper au sommet de la cheminée. La porte d'entrée gémit sous l'impact d'un bélier. Boum! Allez! Liam lui attrapa le bras et la poussa vers la cheminée en pierre. À l'intérieur du foyer, caché par la suie, se trouvait une série d'échelons en fer intégrés à la maçonnerie. Il grimpait dans la cheminée. Alors que Maya se hissait dans le conduit sombre, elle entendit la porte d'entrée céder dans un fracas assourdissant. « Dégagez la pièce !» cria un mercenaire. Ma grimpa plus vite, les poumons brûlés par la suie. Elle atteignit le sommet, où la cheminée s'élargissait pour former une petite plateforme d'observation cachée, dissimulée par la fausse maçonnerie du toit. Elle se hissa sur la pierre froide. Liam la suivit 1 seconde plus tard, toussant. Ils étaient sur le toit, à 9 mètres de hauteur. En bas, la cour grouillait d'hommes. Robert se tenait près du Range Rover, criant des ordres. Trouver l'entrée. Arracher le sol. Liam s'allongea à plat ventre sur le toit, regardant par-dessus le bord. Il regarda Meyer. « Nous avons l'avantage de la hauteur, mais il ne nous reste qu'un seul chargeur. » Maya regarda la forêt. Elle vit le château d'eau. Il était proche de la ligne du toit. Peut-être un saut de 3 mètres. « Liam, » murmura-t-elle, « le château d'eau, tu as dit qu'il y avait du réseau. C'est trop loin. » Liam secoua la tête. « Et si nous nous levons, ils nous tireront dessus. » Maya regarda les lourdes tuiles en ardoise du toit. Puis elle regarda la bonbonne de propane posée contre le côté de la maison, juste en dessous d'eux. « Nous n'avons pas besoin de leur tirer dessus, » dit Maya, le regard dur. « Nous avons juste besoin d'une diversion. » Elle désigna la bonbonne de propane. « Tu peux atteindre la valve d'ici ?» Liam sourit, ses dents blanches contrastant avec son visage couvert de suie. « Je peux atteindre une pièce de 25 cents d'ici. Vas-y. Je vais sauter vers le château d'homme. »« Ma, si tu rates, je ne raterai pas, » dit-elle. Elle n'était plus la petite fille effrayée sous la pluie. Elle était la petite fille d'Arthur Harrington. « À 3, » dit Liam en pointant son Glock. 1. Maya contracta ses muscles. 2. Elle prit une inspiration. 3. Liam tira. Ping. Un jet de gaz blanc jaillit du réservoir de propane en contrebas. « Hé! » L'un des mercenaires cria. « Fuite de guet, maintenant !» hurla Liam. Maya se leva et sprinta sur le toit en pente. Les tuiles étaient glissantes. Elle entendit des cris en contrebas. Des balles sifflèrent près d'elle, ébréchant la cheminée en pierre. Elle atteignit le bord et se jeta dans les airs. Pendant 1 seconde, elle vola. Le sol était vertigineusement loin en dessous. Ses doigts agrippèrent la rampe rouillée du château d'eau. Le métal grinça. Elle heurta violemment le côté du réservoir. L'air fut expulsé de ses poumons. Elle resta suspendue là, accrochée du bout des doigts. « Elle est sur le château d'eau !» cria Robert. « Tirez-lui dessus !»
Boum! Liam tira sa dernière balle, non pas sur les hommes, mais sur le nuage de gaz propane qui s'était accumulé près de la maison. Une énorme boule de feu éclata, engloutissant le côté de la cabane et les mercenaires qui se tenaient à proximité. L'onde de choc fit trembler le château d'eau, manquant de faire tomber Maya. Le chaos éclata en bas. Les hommes couraient, criaient, éteignaient les flammes. Mia se hissa sur la passerelle du château d'eau. Elle chercha son téléphone à tâtons. Une barre de réseau. Elle composa le 911. 911. Quelle est votre urgence? Je m'appelle Maya Harrington. Elle cria pour couvrir le rugissement du feu. Je suis au 44 Blackwood Ridge. Des hommes armés m'attaquent. Mon oncle est Robert Harrington. Envoyez tout le monde. Elle raccrocha et regarda en bas. La cabane était en feu. Le feu se propageait rapidement, menaçant la structure. Et Robert l'avait vu. Il se tenait près de son rover, épargné par le feu, un fusil de chasse à la main. Il le leva, le pointant directement sur elle. Maya n'avait nulle part où se cacher sur la passerelle ouverte. Elle se figea. Puis un coup de feu retentit, mais il ne venait pas de Robert. Le fusil de Robert lui échappa des mains. Il se retourna, serrant son bras, hurlant. Mia regarda vers la route. Une file de voitures de police remontait l'allée à toute vitesse, gyrophares allumés. Mais ce n'était pas une voiture de police qui les menait. C'était une berline noire. Elias Thorne sortit de la berline, flanqué de policiers d'État. Il n'avait pas eu besoin de son email. Il avait observé la scène depuis le début. Le chaos qui suivit l'arrivée d'Elias Thorne fut un tourbillon de gyrophares bleus et de cris, avec en toile de fond le feu qui rugissait. La cabane en rondins, forteresse de bois et de secrets d'Arthur, était en proie aux flammes. La chaleur était si intense qu'on la ressentait même du haut du château d'eau, où Maya s'accrochait toujours à la balustrade, tremblant sous l'effet de l'adrénaline et de l'air humide du matin. Et en contrebas, la scène offrait le tableau d'une défaite totale pour l'Empire Harrington. Les policiers d'État avaient plaqué Robert Harrington contre le capot de sa propre Range Rover. L'arrogance qui avait défini sa vie avait disparu, remplacée par la panique sauvage d'un animal acculé. Il criait, le visage violet de rage, crachant des menaces à propos d'avocats et de poursuites judiciaires. Mais les menottes se refermèrent avec une finalité qui le fit taire. Tante Linda pleurait de manière hystérique, non pas pour son mari, mais pour elle-même. Assise dans la boue, ses bottes Chanel ruinées, elle criait aux policiers qu'elle ne savait rien, qu'elle était une victime. À côté d'elle, Jessica ne pleurait pas. Dans un élan de narcissisme qui glaça Mia jusqu'aux os, Jessica tenait son téléphone à la main, enregistrant subrepticement l'arrestation de son propre père, probablement déjà en train de rédiger une légende sur le traumatisme tragique de sa famille afin de tourner le récit à son avantage. Liam grimpa à l'échelle du château d'eau et tendit la main à Mia. Son visage était couvert de suie et de sang provenant d'une coupure superficielle au front, mais il souriait. « C'est fini, Maya, » dit-il d'une voix rauque. « Tu as réussi. » Maya lui prit la main et descendit. Ses jambes étaient lourdes comme du plomb. Lorsqu'elle atteignit le sol, Elias Thorne l'attendait. Le vieil avocat avait l'air impeccable, comme s'il ne venait pas de mener un raid lourdement armé dans les montagnes. Il tenait une épaisse couverture en laine qu'il enroula autour des épaules de Mia. « Vous l'avez échappé belle, Mr. » dit Mia en claquant des dents. « Le timing est essentiel, ma chère, » répondit calmement Thorne. « Si nous avions agi trop tôt, Robert n'aurait été accusé que d'intrusion. Nous avions besoin qu'il commette un acte de violence manifeste, une tentative de meurtre, un incendie criminel, des faits constitutifs de la loi RICO. Arthur voulait l'enterrer, pas seulement lui causer des désagréments. Maya fixait la cabane en feu. Le toit s'effondra dans un craquement écœurant, projetant un geyser d'étincelles dans le ciel de l'aube. « Les preuves, murmura-t-elle. Le classeur, le grand livre, tout est là-dedans. Ça brûle. » Robert, qui entendit cela alors qu'on le poussait vers une voiture de police, éclata d'un rire maniaque. « Vous n'avez rien !» cria-t-il en tournant la tête pour les regarder. « La preuve a disparu. C'est juste ta parole contre la mienne, petit rat. » Thorne ajusta ses lunettes et se tourna vers Robert avec un air d'ennui suprême. « Robert, je t'en prie, tu penses vraiment qu'Arthur a laissé la seule copie de sa police d'assurance dans une remise en bois? » Thorne fit un geste vers le coffre de sa berline. Il l'ouvrit pour révéler une pile de disques durs et de dossiers. « Arthur m'a envoyé les copies numériques il y a 3 mois.
Le classeur dans le coffre-fort n'était qu'un appât pour t'attirer ici. Il savait que tu ne pourrais pas résister à l'envie de venir le détruire en personne. Il avait besoin de te voir sur la propriété, armé et dangereux. Le visage de Robert se décomposa. La prise de conscience le frappa comme un coup physique. Il n'était pas simplement tombé dans un piège. Il y dansait depuis les funérailles. « Faites-le sortir d'ici », signala Thorne au policier. Alors que le convoi de voitures de police s'éloignait, emportant avec lui la toxicité de la famille Harrington, Ma se tenait devant l'enfer. La chaleur était brûlante, mais elle ne détourna pas le regard. Elle regarda les murs s'effondrer. Elle regarda le Porsche où elle avait rencontré Liam pour la première fois se réduire en cendres. « L'or », dit Maya, frappée par une soudaine prise de conscience. « Le coffre-fort en béton et en acier », dit Liam debout à côté d'elle. « C'est un coffre-fort de classe 3 recouvert de 60 cm de béton armé. La maison brûlera jusqu'aux fondations, mais ce sous-sol, il ne fera que chauffer un peu. Ton héritage est en sécurité. » Maya regarda Liam puis Thorne. C'était donc ça, le test. Survivre à la famille, survivre à la cupidité. « Arthur m'a dit que l'argent amplifie ce que tu es, » dit Thorne en regardant les flammes. « Donne de l'argent à un homme faible et il se détruira. Donne de l'argent à un homme cruel et il détruira les autres. Mais donne de l'argent à une survivante et elle construira. » 6 mois plus tard, la neige tombait doucement sur Blackwood Ridge, recouvrant les arbres d'un manteau blanc. Les cicatrices de l'incendie étaient encore visibles sur le terrain, avec des souches carbonisées et une terre noircie, mais des pousses vertes émergeaient déjà du sol. La forêt était en train de guérir, et au centre de la clairière, une nouvelle structure s'élevait. Ce n'était pas une cabane en rondin, c'était une maison moderne et élégante, faite de verre, d'acier et de pierre. Elle était ouverte, baignée de lumière, conçue pour faire entrer la forêt à l'intérieur plutôt que de la garder à l'extérieur. Maya était assise dans son bureau qui donnait sur la vallée. Elle avait changé. Les vêtements d'occasion avaient disparu, remplacés par un pull en cachemire simple et élégant. Ses cheveux étaient coupés en carré. Elle avait l'air imposante, mais ses yeux n'avaient rien perdu de leur chaleur. Sur son bureau se trouvait une décision de justice définitive. État du Colorado contre Robert Harrington. Verdict. Coupable de tous les chefs d'accusation. Peine. Prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'enquête avait tout mis au jour. Les liens avec le cartel, le blanchiment d'argent, les intimidations. L'empire logistique Harrington avait été saisi par le gouvernement, démantelé et dissous. Linda vivait dans un appartement d'une chambre dans l'Ohio et travaillait dans le commerce de détail. Jessica avait été bannie de la plupart des réseaux sociaux pour avoir promu des stratagèmes frauduleux et était actuellement poursuivie par ses créanciers. Elles avaient disparu de la vie de Maya. Maya signa le dernier document devant elle. Ce n'était pas un accord commercial, c'était un acte de fiducie. « Tu es sûr de toi ?» demanda Liam. Il était appuyé contre le cadre de la porte, tenant 2 tasses de café. Il ne portait plus de gilet tactique, juste une chemise en flanelle et un jean. Il avait l'air heureux. « Je n'ai pas besoin de 10 millions de dollars, Liam, » dit Maya en prenant le café. « J'en ai gardé assez pour construire la maison et investir pour l'avenir. Mais le reste, c'était de l'argent sale. Arthur l'avait gagné à la dure, mais Robert l'avait souillé. Je veux le nettoyer. » Elle regarda le document. La Fondation Arthur et Mia Harrington. Des bourses pour les enfants placés en famille d'accueil, dit Maya. Des subventions pour les écoles professionnelles. De l'argent pour les personnes qui ont été négligées. Des personnes comme moi. Arthur aurait détesté ça, rit Liam. Il aurait dit que c'était un gaspillage de capital. Arthur était un génie, mais c'était un vieil homme misérable. Maya sourit. Il m'a laissé l'argent pour faire ce que je voulais, et c'est ce que je fais. Une sonnette retentit à la porte. Maya vérifia l'écran. Un camion de livraison. « Ce doit être les meubles pour l'aile des invités, » dit Maya. « Mon amie Sarah, qui habite en ville, arrive. Elle n'a jamais vu les montagnes. »« Je vais leur ouvrir, » dit Liam. Il s'arrêta à la porte. « Tu sais, pour une fille de la ville, tu t'es avéré plutôt coriace. »« J'ai eu de bons professeurs, » répondit Maya. Liam sortit dans la neige. Maya fit pivoter sa chaise pour admirer la vue. Elle prit la lourde clé en fer qui se trouvait sur son bureau, la clé du coffre-fort. L'or avait disparu, converti en dotation pour la fondation. Le coffre-fort lui-même avait été scellé, transformé en cave à vin et en abri anti-tempête. Elle n'était plus la paria.
Elle n'était plus la parente pauvre. Elle était Maya Harrington, la femme qui avait affronté le feu et en était ressortie avec l'or. Elle regarda un faucon tourner au-dessus de la crête, libre et sans attache. Pour la première fois de sa vie, elle savait exactement ce que cela signifiait. Le téléphone sur son bureau sonna. C'était Elias Thorne. Maya. La voix du vieil avocat crépitait. J'ai les derniers documents successoraux. Le transfert est terminé. Vous êtes officiellement l'unique propriétaire du domaine Blackwood. Sans condition, sans délai de 30 jours, il est à vous. Merci, Elias, dit Ma. Pour tout. Il reste une dernière chose, dit Thorne d'une voix hésitante. Nous avons trouvé un coffre-fort à Denver dont Robert ignorait l'existence. Il semble qu'Arthur ait laissé une dernière lettre. Pour vous, Maya sentit une boule dans sa gorge. Lisez-la. Maya, lut Thorne, si vous entendez ceci, c'est que vous l'avez battu. Tant mieux. Je savais que tu le ferais. Je ne t'ai pas laissé la cabane parce que je te détestais. Je t'ai laissé la cabane parce que je me voyais en toi. Tu étais la seule à être assez forte pour être seule. Mais souviens-toi de ceci. L'or est froid. Il ne te serre pas dans ses bras en retour. Ne finis pas comme moi. Utilise cet argent pour t'acheter une vie, pas une forteresse. Je t'aime, grand-père. Maya essuya une larme sur sa joue. Elle regarda par la fenêtre Liam, qui faisait signe au camion de livraison de passer le portail. « Je le ferai, grand-père », murmura-t-elle. Elle raccrocha le téléphone, se leva et sortit de son château de verre pour respirer l'air vif et froid des montagnes. Elle avait un invité à accueillir. Elle avait une vie à vivre. Et voilà comment Maya Harrington a transformé une clé rouillée et une cabane pourrie dans un héritage de justice. Elle a prouvé que si l'on ne peut pas choisir sa famille, on peut certainement choisir son destin. Arthur Harrington a peut-être bâti un empire d'acier, mais Maya a construit quelque chose de bien plus solide. Un avenir défini selon ses propres termes. Cela nous rappelle avec force que parfois, les choses qui nous sont données et qui semblent être des fardeaux, les opportunités négligées, les chemins difficiles, sont en réalité les clés de nos plus grandes victoires. Maya n'a pas seulement hérité d'une cabane. Elle a hérité de la chance de prouver sa valeur à la seule personne qui comptait, elle-même. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance, de justice et de trésors cachés, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec un ami qui aime les bonnes intrigues et abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine aventure narrative tirée de la vie réelle. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo. Derrière. Bounty. Bounty. Planting. Which was a which was. Враг на С. Ограничу обзор. Перезаряжаю. Ограничу обзор. Le vrai, tu me stresses. Подглядывать. Тихо. Не сопротивляйся. Шаговая стрела. 3 души. Tirage. Остался один игрок. Не торопи меня. Oh là là, j'ai fait 3 beaux kills là. J'ai fait 3 beaux kills là. J'ai mis que des têtes. J'ai mis 3 beaux kills. J'ai pas assez alors que j'ai fait 3 beaux kills là. J'ai fait 3 beaux kills. Alors qu'il me restait pas beaucoup de balles. La clove elle joue tout le temps longue, c'est tout le temps, elle est jamais sur 7. Tout le temps c'est en longue la clove. On se fait enculer par Lisa. Bibi, garage. NB. Bibi. Запускаю дрон. C'est bien les ults. Враг отмечен. Спайк установлен. One box eight. Остался один игрок. C'est quoi ce... Elle se meurt. Ah vas-y frère.
C'est qui smurf? Lisa? Мой Je- город elle a fait un wall. Liso, ouais. Я не могу Ok, tu vois son wall, il était là. Impossible que ça soit il une était fille. là. С этим побыстрее. Elle était au-dessus en train de viser la window. J'ai jamais vu ce wall. Ouah, ouais, elle a... même sur C, elle volait derrière là, elle piquait bizarre. Faut la tuer. Si on la tue, le round il est win. Loupi il veut la bagarre. Loupi il veut la bagarre là. Loupi il veut se bagarrer là. Они падут! It's A. Sage mid. Sage maybe garage. Je vais péter mon crâne. Ah non. Aïe. Бежать некуда! Брич убит. Side. T'as deux longues. T'as Sage et Reyna longue. Вы порезвились? Теперь я! Спайк установлен. Flash gonna die. Wait, Reyna, wait. Sova health HP. Остался Moi, je один. vais- Nice. Ah. Bien joué, Miss. Bye. C'est vrai que j'ai dans le flanc et personne m'a pique. Не торопи меня. Reste dans ta zone, je reste dans ma zone. Coucou Framboise, merci beaucoup pour ton follow. Ультимейт готов. О, это же прям как в тот раз, когда я... Можно пушку? Can you buy please? Je t'ai bail. Ah, merci. Can you break the hero and the Sova? Je vais essayer de pique. Ils ont l'air d'être nuls, il y a Merde, que la j'ai Sitch qui pas joue. Vas-y, je suis avec toi. Merde. Que la Bah, Sitch vas-y, qui joue en- Bah, je joue B, ok. Bah, on peut. Respire, respire. Respire, ça va bien se passer. Si, stack. I need help. Je jure S-Murph. Elle m'a décalé en Время охоты! Oui. Ils sont tous forts en face en fait. Wait, I have this. Wait. Sova, 16 Sage. Остался один враг. Спайк установлен. Let Clove push. Don't die Sova. Не готово. Остался один игрок. Ah mais Sova il est con. Oh, heureusement que t'es là, hein. Je te jure le Sova il a... Can you Vas-y. please stop push when I have my ult? Oh mais vraiment dis-lui. You are gold or what? Non, you come here. Wait. Я могу затмить всех их радиан. Нужна пушка. Oh là 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 là. Спасибо. Merci. Ah, aberrant, c'est aberrant les hommes. Les hommes ils sont trop bêtes, je suis désolée. Elle en pétard. La stage elle en pétard. Gododo, il y a école. Qui a école demain? Non, demain c'est journée tryhard par contre. D'ailleurs, du coup, la journée tryhard va se commencer un peu plus tard. Je pourrais pas commencer à 9h puisque bon, il est minuit quoi. Je pense vers 11h, je pense, journée tryhard. Je vais me lever à 10h, je pense. Et vers 11h, je vais. Que smoke B. C'est après-midi tryhard, genre. Du coup, il y aura 25 secondes de délai, je suis vraiment désolée. Only Reyna. Merci pour le Misuki. Бежать некуда! Ослеплю их. Ослеплю их. Спайк на А. Остался один Ah, игрок. help me! Остался Ah, один dommage. игрок. J'ai essayé. Qu'est-ce que J'ai tu fais essayé. Ah, mais la spike. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Oh là là, non. Oh là là. Oh Mais là c'est quoi là. ces lobbies? C'est quoi ces lobbies? Les mecs, ils sont trop nuls. Je sais pas, je sais pas.
C'est le soir, je vous jure, en fait, faut jouer enfin, l'après-midi, il y a moins de gens un peu cons, je trouve. Ils sont toxiques, mais ils jouent, tu vois. Là, ils sont. Vas-y, ils sont. Genre là, ils font tellement d'erreurs, je comprends pas, genre. C'est du diff, hein. Vacances en zone A. Je me prends des sales trucs, frère, c'est insane. Petit à petit. Désolée, je t'ai pas cassé la voix. C'est j'en ai. Ah, mais je crois qu'elle a des lines. Mais. Et... Нет за... Понесла. Mais je crois que la stage a des line-up pour d'autres sides, genre. Mais ce que je veux dire? Genre, elle slow le A alors qu'elle est genre loin. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais dit. Глаза берегите. Nice. Nice, t'es meilleur, t'es meilleur. Savoir que Phoenix résulte. Reveal site, maybe. Reveal site, maybe, non? Ouais, il sert à rien son stuff. C'est que ça Odin là. Voilà. Let Phoenix push result. Веду разведку. One shot. Sur toi. Hein. Все, погнали! Остался один враг. You can wallbang. Long. Heureusement que t'es Ouais, là. ça hein. fait- Heureusement que t'es là, je Heureusement te que t'es jure. là. Non, mais vraiment. T'as fait l'arme vraiment. toute seule. Moi hein. aussi, je Heureusement que vous t'es aime. là. Heureusement. J'ai que- kill la Sage, j'ai paniqué sur Sage, hein, mais je l'ai kill. Я их отыщу. T'es meilleur, t'es А meilleur. вы не дайте ему идти. Oh là 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 là. Heureusement qu'elle est Vous avez là. quoi comme frère. skin de fantôme? J'ai la Recon. Blossom. Je veux bien. Merci. Ah. Ouais, je suis pas mal alcool. Pas mal alcool.